Bonjour tout le monde. Alors ça va être beaucoup moins compliqué. Euh, euh, je voudrais vous parler d'Object Notation. Alors l'Object Notation, il y a plein de définitions différentes qui existent. Je vais vous en faire une en 5 minutes vite fait. C'est la façon de représenter de la donnée, de façon à ce qu'elle soit compréhensible par un ordinateur et par un humain. Voilà, par exemple, j'ai une donnée, j'explique qui est Luke Skywalker. C'est un gamin de 19 ans, enfin bref, voilà. Un humain, il comprend très bien ce qu'il y a écrit, mais alors la machine, plus compliqué. Donc on a besoin que ce soit compréhensible par un humain et on a besoin que ce soit parsable. Et donc là, on a un truc parsable, mais la machine, elle sait toujours pas ce que ça veut dire. Enfin, ça va être... Je laisse les professionnels des compilateurs faire des parseurs de ça. Bon. Donc on a besoin aussi de regrouper la donnée et on a besoin qu'elle soit typée. Bon, là, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent un truc qui ressemble à quelque chose de connu? Enfin, quelqu'un a une idée d'à quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à du JSON, quoi. Et ben JSON, ça tombe bien. JavaScript Object Notation. En fait, JSON, c'est une façon en JavaScript, qui est un langage extrêmement bien designé, de d'écrire comment on construit un objet. Et c'est ça la grosse différence avec d'autres types de sérialisation ou de représentation. L'object notation, on ne décrit pas un type, on décrit comment construire quelque chose. Par exemple, là, on dit que âge, c'est un entier, ça pourrait être un double, ça pourrait être quelque chose qui prend constructeur un paramètre qui est un entier. Ça pourrait être, je sais pas, un tuple de 19 de rien, je sais pas. Ou pareil, là, ça pourrait être un char, hein, side L, ça pourrait être un char. On décrit juste comment on a envie de construire notre objet. Mais c'est bien, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à avoir un autre format que JSON? JSON, il a des gros désavantages. Première chose, euh, quand tu veux créer un type qui prend en clé des JSON, aller écrire une structure qui correspond à ça en C++. En fait, les membres, les noms des membres des structures en C++ ne peuvent pas avoir les mêmes contraintes que pour un JSON. Donc on ne peut pas représenter la construction d'un objet C++ à partir d'un JSON en étant sûr que le JSON, peu importe ce qu'on a écrit dedans, on trouvera une structure qui correspond. C'est impossible. Euh, Ça, techniquement parlant, c'est valide. Enfin, en fonction du compilateur. Je recommande peu. Et pour l'anecdote, ClankD plante sur l'autocomplétion là-dessus. Euh, voilà. Donc il sait le suggérer, mais il sait pas l'autocompléter. Euh, J'ai passé 20 minutes à comprendre pourquoi mon VS Code redémarrait. Donc voilà, donc ça c'est un des problèmes du JSON. Mais alors, il y a un autre problème énorme. C'est qu'on n'est pas en C++ 98. On a envie de faire le truc à la compilation. Et aujourd'hui, on ne sait pas parser du JSON à la compilation facilement. C'est-à-dire que même les libs les plus utilisés, les deux plus utilisés en JSON, c'est Nloman et Boost JSON. En fait, Nloman n'est pas du tout constext, là c'est même pas la peine. Boost JSON, il est constext sauf pour parser. C'est-à-dire qu'on a le droit de définir un objet de type JSON avec comme construction d'objet normal, le manipuler au compile time, mais on ne peut pas avoir une string compile time et la parser en JSON au compile time avec Boost JSON. Il y a une issue là-dessus, donc peut-être un jour ça arrivera. Hein. Peut-être avec la réflexion, ils vont avoir un peu plus de facilité s'ils se mettent pour C++26. Donc on a besoin, techniquement, on aurait besoin, dans l'idéal, d'un type à peu près aussi lisible que JSON pour l'humain, parsable à peu près aussi facilement que JSON, et surtout parsable au compile time. Et là, on a envie de dire, t'as qu'à coder ta lib JSON et puis tu t'embêtes personne. Oui, je l'ai fait, c'est long. Ou alors, je vais rien coder, et puis je vais me baser sur le standard. Et en fait, le standard, on a un truc qui est arrivé en 20, et que tout le monde utilise en fait depuis 20. Enfin, j'espère que vous l'utilisez si vous êtes en 20, si vous avez cette chance. Ou si vous êtes juste en C, pour une fois, vous pouvez vous vanter. Il y a les designated initializers. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est ici? Bon, bref, pas de contestation. Je vais vous montrer juste après. Ok. C'est une nouvelle façon de construire un objet, où en fait on va pouvoir nommer les membres. Par exemple, on a une structure qui aurait un membre designated. Quand on veut les construire, on fait accolade. Point designated égale
et on met la valeur. Ça a plein de contraintes. Il y a, en C99, il y a énormément de possibilités pour le faire. C++20 implémente un scope, un sous-ensemble de ces possibilités-là. C'est très restreint en 20. C'est largement suffisant pour le besoin qu'on a. Ça va ressembler à ça. À droite, on a des designated initializers pour construire Luc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, vous voyez que j'ai un membre, donc j'ai une structure héros avec un membre identité, identity, hop là, et je peux mettre mes membres, initialiser tous mes membres en les nommant. C'est ultra libre. Franchement, si vous êtes en 20, faites ça, c'est trop bien pour débugger. C'est trop bien pour comprendre, pour débugger. On a la garantie de ne pas se tromper entre les sites de type similaire côte à côte, ça évite de se tromper en les échangeant, etc. C'est tellement pratique que du coup, depuis 2020, ClankD, même si on n'est pas en C++20, il affiche dans l'éditeur en tant que commentaire tout ça. Ces noms-là pour être sûr de ne pas se tromper. C'est vraiment, ça rend le code très lisible, donc faites-le. Et en fait, là, on est sur un format qui est extrêmement proche du JSON. Du coup, on va aller plus loin parce que là, c'est du code source. Le code source, c'est pas un JSON. Hein. Alors du coup, on le fout dans son fichier. Et hop, un parseur contexte. Alors, forcément, ça fait rire. CPP on, parce que CPP Object Notation, on est d'accord. C'était mieux que C Object Notation. Donc bon, voilà, j'ai pas trouvé. Si, je prends les suggestions, mais voilà. Et donc ça, c'est bien parce qu'en fait, on a un parseur context. On a un parseur context qui est standard, c'est le compilateur. Et en plus, certains IDE, pour en nommer qu'un seul, je vais dire CLion, est assez intelligent pour faire l'autocomplétion là-dedans, en voyant qu'il est inclus d'ici. Donc en fait, c'est quasiment utilisable as is, quoi. Il sait toujours pas faire la coloration statique dedans, mais à part ça, il y arrive. Donc voilà, si on a besoin de données à la compilation, on a un format à peu près utilisable. Et surtout, ce format-là, là, bah, j'ai refait ma lib JSON constexpr, mais j'ai voulu la coder sur ce format-là. C'est tellement plus simple. Il n'y a pas d'histoire de guillemets, il n'y a pas d'histoire d'escape, tout ça. En fait, les guillemets, c'est pour les valeurs à droite. Et les valeurs à droite, juste, on va jusqu'à la prochaine virgule et c'est réglé. À peu de choses près, quand même. Et en plus, ça, on est fortement typé. C'est-à-dire que si jamais on s'est gouré là-dedans, juste on compile pas. Et on compile pas, puis on a une erreur qui nous dit dans luc.cppon ligne 25, et pas 25 lignes, ligne 5, tu as fait une erreur. Ok, j'ai fait une erreur. Je m'attendais à un gender, et puis j'ai eu, je sais pas, M, quelqu'un écrit M. Bon, ça compile pas. Parce que j'utilisais une enum class, tout le monde utilisait une enum class. Donc voilà. Quelles sont les possibilités, en fait, de tout ça? Déjà, qui parmi ici a, dans son projet, dans sa boîte, un endroit, un JSON perdu dans le projet, qui permet de définir le nom du projet, sa version, ce genre de choses. Il y a des menteurs ici, j'en ai vu. Peut-être qu'il y a l'élite aussi ici. D'autres fichiers comme ça, est-ce que vous en avez des comme ça, avec un gros header, et des define qui permettent de mettre ces valeurs-là, parce qu'on s'est dit il faut que ce soit compile time, donc on fait un define. Voilà, voilà. Il y a au moins une personne honnête ici. Non, mais voilà. Et en fait, ça a plein d'autres possibilités. Et en fait, on a un format de données qu'on sait déjà parser, que tout le monde qui fait du C++ comprend à peu près. On sait le vérifier à la compilation, on sait faire le binding direct avec une structure en plus, c'est de la construction agrégate, donc c'est de la construction extrêmement rapide. Donc là, on est vraiment sur l'idéal. Et donc, en fait, ça pourrait être quelque chose qui permettrait d'avoir un package.cppon. Oui, je parle d'un potentiel standardisation pour un package manager ou un truc comme ça. C'est une bouteille à la mer. Et en fait, on peut quand même le parser au runtime. Parfois, c'est quand même le besoin. Hein, généralement, le code, il tourne, il ne compile pas. Il ne fait pas que compiler. N'est-ce pas? Comme on vient de voir Tuple, ça me fait marrer. Et en fait, c'est facile à coder.
C'est super facile à coder, c'est rapide. Et avec la réflexion, c'est transparent. On écrit juste parse le type. Magique, ça marche. Donc voilà, et pour finir, en 29, on y croit, donc plutôt à peu près 35, je pense. On pourra créer des types à la compilation qui sont autre chose que des agrégats. Et à ce moment-là, on pourra faire toutes les mécaniques de génération de code un peu complexes. On pourra imaginer que la donnée lue, pour configurer sa génération de code, pourrait être dans ce format-là, parce que tout le monde sait le parser, c'est lisible. Et contrairement à JSON, il n'y a pas de nom de structure qui contiennent des étoiles, des smileys et des espaces, qui contiennent 800 points et 2 backslash, quoi. Voilà, je voulais juste vous parler de ce truc-là, de cette possibilité. Je l'ai utilisé dans un projet perso, vite fait, un projet pour trouver une solution alternative à Kahoot, parce que Kahoot est devenu payant. Je me suis dit, je vais coder mon petit truc de questionnaire, je me suis dit, je vais le faire en C++. J'ai utilisé ce format-là pour décrire mes questions au compile time. Bon, ça marche et c'est rapide. Ça marche et c'est rapide. Donc voilà, je vous recommande, si un jour vous avez l'utilité, faites-moi un message, je serai content. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Il y a des questions. C'est hyper intéressant, merci. Il y a un an, je crois, j'avais essayé de coder une librairie ConstExpert pour parser du JSON. Effectivement, c'est pas straightforward. Ouais, on a souffert tous les deux du coup. Ouais. Non, mais par contre, c'est un exercice intéressant. J'avais jamais pensé à utiliser ça, donc merci. Ma question, c'est est-ce que tu vois un risque de sécurité alors, je sais, je suis pas expert sécu, hein, donc bâchez-moi si je dis des conneries. Mais j'imagine que dans un cas d'utilisation des JSON que tu veux, c'est pouvoir les échanger à travers tes équipes, etc. Et là, la manière dont c'est utilisé, ça me semble comme un moyen d'injecter du code de manière hyper insécure, là où un parseur viendrait contraindre un petit peu mieux. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Quand je parlais de cette fonction-là que j'ai codée, elle fait du parsing d'un format sérialisé, en fait. Et c'est la différence que je fais entre sérialisation et object notation. Quand on parle d'échange de données par le réseau, par des trucs arbitraires, on est sur de la sérialisation. En fait, on a utilisé JSON comme un format peu optimisé de sérialisation. On pourrait très bien envoyer la représentation binaire directement. Il faut être compatible, etc. On pourrait faire du protobuf. Bon. Donc oui, il y a un risque d'injection de code, mais autant que dans un include d'un header. C'est-à-dire que, en fait, là, tu écris du... Si tu appelles cette fonction-là sur luc.cppon et dans cppon, dans luc.cppon, tu as un code C++, juste le parsing va échouer parce que tu n'as pas représenté un objet, tu as représenté du code. Le parseur ne gère qu'un designated list, en fait. Donc tu vas juste échouer ton parsing. Donc, techniquement, oui. De faire au runtime, il y a un sous-ensemble de ce que tu es capable de faire en faisant le include au compile time. Exactement. Et tu peux en faire quand même beaucoup au runtime du moment que c'est que de la déclaration de données. Mais tu peux imaginer, enfin c'est ma question, est-ce qu'il y a des workflows qui existent avec des formats d'échange qui se passent où tu récupères tu récupères par mail entre guillemets, mais sur ton réseau, quelqu'un t'envoie un JSON et ça tu l'utilises. Moi ce que j'avais voulu faire c'était l'utiliser avec embed. C'était une string, etc. J'ai la sensation que tu as des workflows comme ça au compile time qui peuvent se trouver un petit peu mis en danger par ça. Alors, le plus horrible que j'ai vu à ce sujet, mais j'ai déjà vu un truc comme ça dans un code horrible des années 70, peut-être 80. C'était effectivement un paquet envoyé sur le réseau, sur un format qui ressemblait à peu près à du JSON, mais qui était en fait un code, c'était du format code. Et ce que faisait le gars qui réceptionnait, c'est qu'il compilait, au moment de la réception, il appelait un compilateur, Pascal, il récupérait une bibliothèque dynamique et faisait un linkage dynamique pendant l'application tournée. Niveau performance, c'était horrible, et là, tu avais une faille de sécurité. Okay. J'espère que personne de sain fait ça aujourd'hui. Mais à part ça, en fait...
J'ai parlé des personnes saines. Il y a Non, quand même- effectivement, il y on a est la d'accord. Il y a la moitié d'Internet qui est OK à faire curl, URL à la con, pipe SH en dessus de tout. Oui, oui, oui. Mais si tu veux, je peux venir la prochaine fois avec un QR code sympa aussi. Parce que les gens regardent pas ce qu'il y a sur le QR code avant de cliquer. Donc oui, 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 je suis d'accord. Mais en C++, cette sécurité de faire exécuter du code arbitraire, elle existe. Maintenant, si ton parseur est bien codé, il s'en protège. Donc il faut bien coder ton parseur. Tu pourrais avoir un risque d'overflow aussi, hein, par exemple. Et t'écris du code arbitraire au-delà de ton buffer, t'écris dans ta zone exécutée, bah voilà, à tes risques et périls. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.